Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage où nous allons parler de l'arme préférée des détracteurs des voitures électriques, à savoir les fake news. La voiture électrique n'est pas exempte d'attaques de tous les bords. Toutes ces attaques ne sont pas forcément faites de manière intentionnelle. Elles sont parfois la conséquence d'un intérêt personnel ou d'une chose mal comprise. Qu'il s'agisse de l'automobile ou de n'importe quel autre sujet, l'Internet aujourd'hui souffre d'un très grand mal, la prolifération d'informations. Dans ce flot immense de données, on trouve tout et n'importe quoi. Le bruit de fond est permanent et omniprésent. On a du mal à s'en sortir, trop d'informations tue l'information. Du coup, nous, pauvres personnes, sommes soumis à des sollicitations incessantes par la télévision, par la radio, par l'internet, par les réseaux sociaux, par le copain qui vous dit « Tiens, t'as vu ça ?» Bref, on a un petit peu de mal à s'en sortir. On stigmatise les réseaux sociaux, l'internet, la télévision, et certains prônent le retour à des systèmes de communication plus simples, comme le papier. Mais ces systèmes plus anciens étaient-ils forcément plus fiables ? Et surtout plus justes ? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'information, c'est le pouvoir, parce que c'est ce qui détermine la manière dont vont penser les gens. Et cela, depuis la nuit des temps, les gens influents le savent bien. Pour diriger, manager, influencer, il faut des informations. Et il faut fournir des informations choisies. C'est pour cela que, dans toute l'histoire de l'humanité, l'information a forcément été limitée. Le savoir et la connaissance étaient réservés à une élite dans l'Antiquité grecque, par exemple. Pourtant, la Grèce ancienne était plutôt bien avancée dans le domaine des sciences et dans le domaine de la politique. On parlait même de politique citoyenne, on parlait de démocratie. Et pourtant, en fait, il n'y avait qu'une dizaine de pourcents de gens instruits et capables de comprendre des informations qu'on allait leur fournir par écrit ou à l'oral. Les accès au savoir ont été extrêmement limités pendant des millénaires, et ce jusqu'à une date très récente. En fait, tout a été extrêmement limité jusqu'au 16 juin 1881. Pourquoi cette date ? D'ailleurs, c'est une date que j'estime qu'on devrait fêter tous les ans parce que c'est la date à laquelle a été promulguée la loi sur l'école obligatoire en France créée par Jules Ferry. Merci Monsieur Ferry, parce que vous nous avez donné des outils qui sont très importants. À partir du moment où on sait lire, écrire, compter, on peut comprendre les différentes sources d'informations. Bien sûr, il faut qu'elles soient disponibles, mais en l'occurrence, en donnant la possibilité d'apprendre à toute la population, on a découvert des talents, on a découvert des gens, on a permis à des gens d'être plus libres. Et on permet à la population d'être plus libre. Toute éducation va forcément déboucher sur une libre pensée. Depuis la création de l'école gratuite et obligatoire, tout le monde est censé savoir lire et écrire. C'est pas tout à fait le cas, on peut nuancer le propos, mais en tout cas, tout le monde en a cette possibilité-là. Depuis ce 16 juin 1881, il est clair que le monde a changé, en tout cas en France. Pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais petit à petit, on a eu des enfants qui ont grandi en étant éduqués, en sachant lire, en sachant écrire. Les journaux se sont développés, l'information a commencé à circuler plus librement. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein. Il faut bien dire aussi que information veut dire également propagande. L'un ne va pas sans l'autre, puisque les gens de pouvoir, forcément, vont utiliser ces canaux de communication pour faire passer leurs idées et leurs intérêts, bien évidemment. En un peu plus d'un siècle, les canaux d'information se sont du coup diversifiés. On a commencé par les livres imprimés, les journaux, la presse écrite. Puis est venue la radio, qui est en fait un porte-voix immense qui permettait à quelqu'un de dire ce qu'il voulait à des milliers de gens. Puis le monde a de nouveau changé avec l'apparition de la télévision. Les informations n'avaient plus besoin d'être écrites et elles pouvaient être données avec des images. Et là, c'est très important parce que l'impact sur notre cerveau est forcément différent. Une vidéo, c'est quand même quelque chose de plus impactant qu'une simple bande audio. Dans la vie de tous les jours, la télévision a rendu obsolète le fait de communiquer par des mots écrits. De plus en plus de personnes se sont dit que finalement, c'était pas important d'apprendre à lire et à écrire. Et les niveaux scolaires se sont effondrés, ou du moins en moyenne,
Parce qu'encore une fois, il y a toujours eu des gens qui étaient suffisamment instruits, suffisamment intelligents pour comprendre qu'on ne pouvait pas donner à la télévision le bon Dieu sans confession. Et à côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas vu la nécessité de travailler et de faire un difficile apprentissage de la langue écrite, alors qu'ils avaient à disposition quelque chose de facile et de très confortable qui s'appelait télévision. Je vous invite d'ailleurs à aller voir en complément un bouquin qui a été écrit par Michel Desmurget qui s'appelle TV Lobotomie et qui donne les impacts de la télévision sur les niveaux scolaires et sur l'éducation. C'est impressionnant. Au début des années 90 est arrivée une révolution qui s'est appelée Internet. Cet Internet au départ était relativement bridé techniquement, et on avait beaucoup de mal à faire circuler de l'audio ou de la vidéo. Donc on revenait à du texte qui, au niveau informatique, était beaucoup plus léger en termes de fichiers. La transmission se faisait plus rapidement et plus facilement. Est arrivé le Web 2.0 qui a été possible grâce à l'augmentation des débits, et on a vu arriver de l'audio avec les dérives des piratages, etc. Et la vidéo pour tous avec YouTube, ainsi que les réseaux sociaux. En fait, Internet nous a donné quelque chose qu'on n'avait jamais eu avant, c'est l'accès aux données brutes. Avant, il fallait passer par des journaux, il fallait passer par la télévision, il fallait passer par l'interprétation d'un journaliste, alors que grâce à Internet, aujourd'hui, vous pouvez vérifier tout ce qu'on va vous dire. Et vous avez accès aux données brutes. C'est un facteur très important et nous allons le voir maintenant. On va commencer par déterminer ce que sont les fake news. Il serait bien trop réducteur de définir les fake news comme étant forcément des informations fausses, mais des informations détournées, biaisées ou modifiées en vue de servir une idéologie indéfendable scientifiquement parlant. Je vous donne un exemple. Recadrer une photo pour lui faire dire exactement l'inverse de ce qu'elle disait au départ, c'est très commun sur Internet. Les fake news font généralement appel à l'émotion, à la parodie, éventuellement à l'humour, et surtout sont généralement des informations qui sont là pour choquer. Pourquoi choquer? Parce que c'est là qu'elles ont le plus d'impact. Bien souvent, si l'information va dans le sens de nos convictions, nous n'allons même pas la remettre en doute, nous allons la repartager. C'est ce qu'on appelle le partage de bonne foi. Comment le créateur d'une fake news va faire pour que vous la partagiez? Eh bien, il va simplement définir une cible, comme une cible marketing, et il va la rendre la plus large possible. Son objectif va être de créer un groupe de personnes qui croient à cette fake news, ou qui sont persuadés que ça va dans le sens de leurs opinions, pour qu'elles le partagent massivement. Son intérêt peut être purement idéologique ou tout simplement économique. L'article qui va être partagé va attirer l'attention sur son média, sur son entreprise, sur le groupe qu'il représente, peu importe. Mais il aura tout intérêt à ce qu'il se diffuse le plus largement possible. Pour ce faire, il va prendre le titre le plus impactant possible. L'objectif, c'est qu'on clique dessus. Dans le temps, quand un titre attirait un acheteur à acheter le journal, on appelait ça un titre putassier. Dans l'informatique, du coup, c'est un putaclic. Le putaclic, c'est tout simplement un titre très outrancier destiné à faire cliquer, même si ce qu'il y a derrière n'est pas correspondant à ce que vous avez mis dans le titre. C'est condamnable parce que ça pourrait être assimilé à de la publicité mensongère. Alors en général, c'est un peu plus nuancé que ça, parce que ça se rapproche, globalement, on est tous obligés de le faire. Même le titre de cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder, est forcément un tant soit peu putaclic, parce que sinon, personne ne va cliquer dessus. Et ça, c'est très important. C'est de trouver la mesure entre le titre intéressant, accrocheur, agréable, et le titre putassier qui ne représentera absolument pas ce qu'il y a dans la vidéo. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de nuances dans la manière de créer un titre, putaclic ou pas. Il y a une certaine expérience à avoir, on a le droit de faire des erreurs aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des titres un peu trop accrocheurs, un peu trop en marge du sujet que j'avais utilisé. Je les ai modifiés, tout simplement. C'est des titres, ça se modifie. Mais à culpa, ça m'est arrivé aussi parce que j'ai envie de faire réussir ma chaîne, comme tout un chacun. Du coup, c'est un des premiers indicateurs qui va nous permettre de savoir si l'article qu'on va regarder est une fake news ou pas. Parce que si le contenu est extrêmement décalé par rapport au titre, il est très probable que l'objectif c'était juste de vous attirer pour cliquer.
et rien de plus. La vitesse de propagation d'une information a été multipliée par, je sais pas, mais énorme. Et cela va conduire à des dérives, forcément. Les médias professionnels sont forcément impactés par le nombre de vues. Et pour avoir un nombre de vues important, il faut être parmi les premiers à diffuser une information. Et pour être les premiers, le moyen d'aller plus vite que les autres, c'est de ne pas vérifier ses sources. C'est même parfois pire, parce qu'on se rend compte que certains journalistes n'ont même pas lu l'article dont ils parlent. Lorsqu'il s'agit d'un particulier comme vous et moi, allez, ça peut passer. Mais lorsque vous avez un nom et vous avez une image de transmetteur d'informations ou d'influenceur ou de youtubeur, vous n'avez pas le droit de le faire. Que celui qui ne s'est jamais fait une opinion ou qui a jamais repartagé un article juste à cause de son titre ou les lignes inscrites en gras dans l'article, leur jette la première pierre, parce qu'on l'a tous fait. Bref, nous faisons des raccourcis pour gagner du temps. Quand un sujet nous intéresse moyennement, on ne va pas prendre le temps d'aller chercher et d'aller au fond des choses. Du coup, nous avons le deuxième moyen de propagation d'une fake news, à savoir le partage sans avoir vérifié le contenu. Ce partage peut être fait par des journalistes professionnels, puis par des journalistes amateurs, qui ensuite est relayé par les particuliers et les réseaux sociaux. Cet effet de démultiplication fera qu'on va retrouver quasiment le même article 15 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois sur Internet. De plus, la déprofessionnalisation du métier de journaliste fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations qui sont des copies. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas besoin de moyens énormes pour créer un blog, créer un vlog, créer une chaîne YouTube. La preuve, si la première publication est mal documentée, souffre de biais ou est tout simplement une fake news, les clones qui vont être faits par des non-professionnels, voire par des professionnels parce qu'ils n'ont pas le temps, souffriront des mêmes biais et souffriront de la même inexactitude. En outre, plus la publication est polémique, plus elle est à même d'être diffusée. En effet, elle sera brandie comme une arme argumentaire par les tenants du pour et comme un ralliement par les tenants du contre. Mais au final, la fake news, elle se répand. Et c'est le troisième gros moyen de diffusion d'une fake news, c'est la diffusion par son contraire, par ses détracteurs. Donc je résume. Les fake news, ça se répand comment ? Par ceux qui y ont intérêt, par ceux qui sont d'accord et par ceux qui ne sont pas d'accord. Il reste deux types de personnes qui ne vont pas les partager, ceux qui s'en foutent et ceux qui ne l'ont pas vu. Finalement, c'est un tableau bien noir parce que n'importe quelle fake news, finalement, a toutes les chances de faire un buzz sur Internet, pour peu qu'elle soit suffisamment bien montée pour être attirante et attirer l'œil. Mais finalement, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas submergés par l'information ou par les fake news ? Parce que tout le monde a un cousin qui a un beau-frère qui travaille avec la belle-sœur du cousin de la belle-mère de mon meilleur ami qui a entendu parler de tel article qu'il a partagé. Parce que forcément, avec les réseaux sociaux, ça crée des ramifications. Et si le partage était systématique, eh bien on serait inondé. On en aurait plusieurs milliards qui arriveraient à chaque seconde sur notre mur Facebook ou Twitter. Et nous ne pourrions compter que sur le hasard du clic au moment où nous faisons apparaître notre mur pour voir apparaître un article. Eh bien, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. Du coup, comment est-ce qu'un réseau social va vous donner une certaine information plutôt qu'une autre? Eh bien, c'est simplement en vous connaissant bien. Et l'algorithme, en fait, va aller rechercher votre historique de navigation, vos contacts, vos habitudes. Tout ça à force d'expérience. Le réseau social a suffisamment d'informations pour vous envoyer uniquement les publications qui pourraient vous intéresser. Cela réduit les bruits de fond des milliards d'informations qui arrivent, mais cela diminue votre possibilité à avoir une certaine diversité dans ce que vous allez pouvoir voir. Vous vous retrouvez dans un environnement confortable, avec des publications qui vous intéressent, qui vont dans votre sens, avec un petit peu de polémique quand même pour continuer à vous émoustiller, à vous faire réagir. Globalement, on vous met dans une situation où vous êtes bien et vous avez envie d'y rester. Vous avez envie d'y retourner dès que vous quittez les réseaux sociaux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont accros aux réseaux sociaux. L'algorithme ne tient absolument pas compte de l'exactitude ou de la véracité des faits. Donc si on ne peut pas empêcher les fake news de se répandre, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, regardez s'il y a des sources. Si par exemple on tombe en source sur un article identique ou similaire,
On regarde si celui-là a des sources, etc., jusqu'à trouver l'origine. C'est pas évident, ça prend un petit peu de temps, et parfois c'est même plus long de passer par des sources mauvaises que de passer par du non sourcé, parce qu'un article non sourcé n'est pas forcément mauvais. Parfois même, les journalistes sont obligés de tenir secrètes leurs sources. Et ça, c'est légitime pour qu'ils continuent à avoir des informations et ne pas mettre en danger une personne qui est un lanceur d'alerte, par exemple. S'il n'y a pas de source, on arrivera toujours à retrouver des éléments qui affirment ou qui infirment la thèse qui est présentée dans la publication. Si vous allez chercher vos sources à vous, vous allez voir quels sont les consensus dans le domaine qui est concerné par la publication. Et du coup, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion sans avoir besoin d'utiliser des données qui ont été déjà mâchouillées par quelqu'un d'autre. Si l'information se révèle exacte, vous pouvez la retransférer et la partager sans aucun état d'âme. Vous avez fait votre boulot. Du coup, vous allez pouvoir la transmettre en donnant une valeur ajoutée, en donnant vos sources, ce qui va permettre à quelqu'un de vérifier beaucoup plus rapidement. En revanche, s'il s'agit d'une fake news, vous allez pouvoir la contester. Alors s'il y a un espace commentaire, ou alors la partager auprès de votre communauté en disant « Attention, regardez ce que j'ai trouvé, voilà quelles sont les vraies informations ». Vous poussez votre communauté à partager avec le commentaire qui lui est étayé, et donc petit à petit à rendre le commentaire aussi visible que la fake news de départ. Et là, vous vous battez réellement contre la fake news. On va faire un petit exercice pratique si vous voulez bien, ce sera plus simple. Le 30 décembre, le constructeur automobile Mazda faisait un communiqué indiquant la chose suivante. La batterie des voitures électriques à grande autonomie émet plus de CO2 qu'une voiture thermique diesel de chez Mazda. Ah, comme on pouvait s'en douter, le relais était extrêmement rapide dans le milieu automobile, et en particulier chez les journalistes automobiles de l'automobile traditionnelle. Les médias historiques ont opportunément relayé l'affaire très rapidement, sans même la vérifier. Comme cela concernait également la voiture électrique, les médias high-tech s'en sont également saisis. Plus prudents que leurs homologues de l'automobile, les journalistes ont mis en place certaines barrières. Ils ont bien mis que c'est Mazda qui pensait que. Ça leur permettait de se découpler de l'avis de Mazda, mais tout en relayant la polémique et en faisant le buzz. Là, on parle vraiment de marketing. En fait, tous ceux qui ont fait ça l'ont fait pour faire de l'audience, sans réellement croire ce qu'ils écrivaient. C'est ce que j'appellerais ici l'effet perroquet, qui est tout simplement l'art et la manière de répéter sans comprendre ce qu'on dit, juste parce que le gros titre, il est bien. Certains ont utilisé la forme interrogative en plus dans leur titre, ce qui leur permettait d'introduire un léger doute et d'être un peu plus crédible. Et enfin, il y a un seul article français qui a été au bout des choses et qui est allé contrôler les dires de Mazda. D'ailleurs, je tiens à féliciter ici Manuel Castejon de Frandroid pour le boulot qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il nous a simplement donné la source sur laquelle il s'est basé pour écrire son article. Du coup, en moins de 5 minutes, on démonte l'argumentaire de Mazda. Donc le communiqué de Mazda a été entièrement orienté à arranger les chiffres de manière marketing pour justifier le fait qu'il ait une toute petite batterie et une voiture avec très peu d'autonomie. Pour en finir avec cette histoire du Mazda MX-30, je voulais parler du site Phone Android. Le 30 décembre 2019, ils ont fait un article sur le communiqué express de Mazda, en reprenant ce que la plupart des journaux avaient déjà repris, en mettant bien que c'était l'opinion de Mazda. Toutefois, vu la levée de bouclier qui s'en est suivie et le nombre important de commentaires, Kevin Daché a relu son article, s'est rendu compte des faiblesses de son argumentation par rapport aux faits réels et l'a modifié en émettant un erratum. Là où je dis que c'est très important ce qu'il a fait et je l'en remercie, c'est d'avoir changé le titre. Comme on le voit, cette nouvelle version du titre change complètement le sens qu'on peut donner, sachant que beaucoup partageront l'article sans même le lire. Finalement, on se retrouve avec un article qu'on pourra partager de bonne foi parce que les recherches ont été faites. En guise de conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura donné les éléments qui vous permettront d'avoir une vision un peu plus juste des choses et de pouvoir vérifier les informations qu'on vous donne. Je pense maintenant que vous comprenez pourquoi je filtre certains commentaires. Beaucoup sont bienveillants et instructifs.
mais il y a quand même quelques commentaires qui posent vraiment problème. Certains trolls se servent de mes vidéos pour véhiculer des fake news, en embrouillant tout le monde avec des commentaires longs comme ça, avec des arguments alambiqués, des sources ou pas de sources, mais tout simplement pour jeter le doute sur des réalités scientifiques. Et ça, c'est pas acceptable. On peut débunker chaque argument, mais ça prendrait un temps fou, et ce temps-là, je n'en dispose pas, tout simplement. De toute façon, toute personne qui va lire ce commentaire avec le débunkage derrière perdra tout simplement son temps. Donc, du coup, je préfère les dégager. D'un autre côté, ça me donne le temps de lire tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais très sincèrement, il n'y a pas un commentaire qui passe à l'as. Je les lis tous. D'ailleurs, j'en profite maintenant pour remercier tous les gens qui vont mettre des commentaires pour ajouter des informations à mes vidéos. Mes vidéos sont de la vulgarisation pour le grand public et donc il faut qu'elles soient concises et relativement rapides. Je n'ai donc pas le temps de rentrer dans les petits détails et je suis obligé souvent de simplifier les choses à l'extrême. Je sais que certains d'entre vous ont la passion du détail et je les remercie d'avoir partagé leurs sentiments et de m'avoir mis des précisions dans mes vidéos parce que ça les complète bien pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!